En ce moment même, l'ONU prévoit des récoltes mondiales absolument records pour la saison agricole 2025-2026. Ouais, sur le papier, ça s'annonce exceptionnel. C'est ça. Sur le papier, c'est l'image parfaite de l'abondance. Sauf que, et c'est là que ça devient fou, sous ces chiffres très optimistes se cache une bombe à retordement géopolitique. Une bombe qui, en fait, pourrait faire basculer 45 millions de personnes dans une famine aiguë? Et le plus surprenant, c'est que cette menace imminente n'a absolument rien à voir avec le changement climatique. Ce qui prend un peu à revers tout ce qu'on entend d'habitude sur la sécurité alimentaire, en fait. Totalement. Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on va explorer précisément cette contradiction. Et on se base sur quoi pour faire ça? On va décortiquer les arguments d'un article d'opinion assez percutant, publié le 13 avril 2026 par Björn Lomborg. C'est le président du Copenhague Consensus. D'accord. Et la mission de notre exploration, elle est super claire aujourd'hui. On va analyser un paradoxe fondamental. Je t'écoute. En gros, depuis des années, les militants affirment que le changement climatique causé par les combustibles fossiles, c'est le plus grand danger pour notre alimentation. C'est le discours dominant, ouais. Sauf que l'auteur avance que la guerre actuelle en Iran a mis en lumière une toute autre urgence. C'est ironiquement le manque d'accès à ces mêmes combustibles fossiles qui pose un défi alimentaire mondial bien plus grand. Et surtout beaucoup plus immédiat. Exactement. Avant qu'on aille plus loin, je pense qu'il faut vraiment poser un cadre précis. Ah oui, vas-y. Le texte qu'on analyse aujourd'hui, il touche à des questions hyper polarisantes. On parle de politique environnementale, de modèle climatique, d'énergie fossile. Que des sujets inflammables, quoi. C'est le cas de le dire. Donc, c'est important de rappeler que notre rôle ici, c'est pas du tout d'endosser ou de valider politiquement la vision de l'auteur. Bien sûr. Ni de la condamner d'ailleurs. Notre but, c'est d'analyser la mécanique de sa pensée, de regarder les données qu'il met sur la table et de comprendre sa logique impartiellement. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il oppose cette urgence climatique à l'urgence alimentaire. Voilà, la carte est posée. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Comment un conflit militaire et un blocus loin là-bas dans le golfe Persique peuvent menacer les assiettes du monde entier? C'est la première question à se poser en effet. Parce que pour comprendre ça, il faut vraiment dépasser l'image habituelle qu'on a de l'agriculture. Souvent, on voit les hydrocarbures juste comme le carburant qui fait avancer les tracteurs. Ou les cargos qui transportent les céréales. Ouais, voilà. Mais là, l'argument descend à un niveau carrément moléculaire. C'est de la pure chimie. J'avais cette analogie en tête en lisant l'article. C'est un peu comme regarder une voiture électrique dernier cri super propre Ouais. et oublier complètement que la centrale qui recharge sa batterie tourne au charbon. C'est une excellente image. Là, on regarde un champ de blé magnifique, on se dit que c'est la nature à l'état pur. Mais en fait, il a poussé grâce à une gigantesque usine à gaz naturel. Et c'est un énorme angle mort pour le grand public. L'énergie est vue comme une force motrice, mais beaucoup ignorent que le gaz naturel, c'est avant tout une matière première chimique brute. Un ingrédient, carrément. C'est ça. C'est un composant de base absolument irremplaçable dans notre système actuel pour fabriquer les engrais de synthèse. Surtout les engrais azotés, c'est bien ça, hein? Exactement. Et là, on parle du fameux procédé Haber-Bosch. Oh là, ça me rappelle mes vieux cours de chimie du lycée. Pareil. Sans vouloir transformer cette analyse en cours magistral, il faut vraiment qu'on comprenne comment ça marche. Vas-y, décortiquons ça. En gros, on ne fait pas juste brûler du gaz pour faire de la chaleur. Dans des usines gigantesques, on prend ce gaz naturel et on va lui arracher ses molécules d'hydrogène. Sous des pressions de dingue, j'imagine. Des températures et des pressions extrêmes, oui. Ensuite, on force cet hydrogène à se lier à l'azote qui flotte dans l'air ambiant. D'accord. Et cette réaction chimique bien précise, qui consomme une quantité phénoménale d'énergie fossile, elle crée de l'ammoniac. Et cet ammoniac, c'est la base de l'engrais. C'est le cœur du réacteur. C'est ce qui permet aux cultures d'avoir une densité et une vitesse de croissance que la nature seule ne pourrait jamais atteindre. Et l'auteur donne une statistique là-dessus, et franchement, le chiffre fait froid dans le dos. Vas-y. Il dit que la moitié des calories qu'on consomme aujourd'hui sur Terre, que ce soit les protéines, les glucides, les graisses... Ouais, la moitié de l'humanité en gros. C'est ça. La moitié de notre nourriture est une création directe de ces engrais artificiels dérivés du gaz naturel. C'est vertigineux. Donc si on retire cette chimie de l'équation, on perd littéralement la moitié de la nutrition mondiale. Il faut vraiment prendre quelques secondes pour digérer ça. C'est pas juste une question de prix des pâtes qui augmentent au supermarché. Non, c'est une question de survie. Si la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel s'effondre, c'est la moitié de la population mondiale qui n'a plus l'apport calorique nécessaire. Et c'est exactement là que la géopolitique entre en jeu et transforme cette vulnérabilité chimique en crise mondiale. Parce que l'auteur pointe directement vers le détroit d'Ormuz. Oui, avec la guerre actuelle en Iran. Le détroit d'Ormuz, c'est vraiment la définition même d'un goulot d'étranglement stratégique. C'est ce tout petit passage maritime entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, non? C'est ça.
Et en Hongtae, il y a à peu près un quart de la production mondiale d'engrais qui passe par là. Un quart? C'est énorme pour un seul détroit. Et actuellement, avec la guerre, ce passage subit un blocus total. D'abord mis en place par Téhéran et maintenant maintenu par les forces américaines. Donc plus rien ne passe. Plus rien. Ce blocus agit comme un garrot sur l'artère principale de l'agriculture. Ça bloque des millions de tonnes de fertilisants essentiels. Ce qui nous ramène au tout début de notre discussion. Ça explique complètement le décalage fascinant avec les prévisions super optimistes de l'ONU pour les récoltes. Exactement. Le système agricole a une inertie énorme, ce qui masque le désastre qui arrive. En fait, les récoltes magnifiques de 2025 qu'on va avoir, elles poussent grâce à des engrais qui ont été fabriqués, achetés et épandus bien avant le blocus. Voilà. On est en train de célébrer les résultats du passé. Pendant ce temps-là, le manque de fertilisants est en train de bousiller les semences de l'année prochaine. C'est le fameux délai d'impact dont parle l'article. La pénurie d'engrais causée par la guerre ne se voit pas dans le blé qu'on moissonne aujourd'hui. Mais elle est déjà écrite dans les cycles suivants. C'est mathématique. Et l'article est très clair. Ce déficit va précipiter 45 millions de personnes supplémentaires dans la faim aiguë. Parce que la Terre, si tu lui enlèves sa perfusion chimique, elle va juste revenir à son rendement biologique naturel. Et la triste réalité, c'est que ce rendement naturel n'est pas suffisant pour nourrir 8 milliards de personnes. C'est fou quand même. Découvrir qu'on est aussi fragile, ça pousse à se demander comment on perçoit notre propre alimentation, surtout dans les pays riches. C'est une vraie question. Si on dépend à ce point de l'industrie chimique lourde, l'auteur suggère qu'on souffre d'une sorte d'amnésie historique profonde. Il nous invite à regarder en arrière, c'est bien ça? Ouais. Il remonte en 1928, il reprend des données de la Société des Nations de l'époque, et le tableau est juste glaçant. Qu'est-ce que disent les chiffres? À l'époque, plus des 2 tiers de la population mondiale vivait avec une faim chronique. 2 tiers. Plus de 66% des gens sur Terre avaient faim au quotidien. C'est ce contexte historique qui donne tout son poids à l'argument de l'auteur. Parce que si on regarde juste avant la pandémie et la guerre en Ukraine, ce chiffre était descendu sous les 7%. Passer de 2 tiers à moins de 7%, c'est un bond incroyable. Et l'argument central de Lomborg, c'est que ce miracle n'est pas tombé du ciel. C'est pas la météo qui est devenue plus sympa, ni les plantes qui ont muté par magie. Non, c'est juste la production qui a explosé. Il donne un chiffre là-dessus. Oui, depuis 1926, la production mondiale de céréales a été multipliée par 5. Multiplié par 5. Du coup, les prix des denrées ont été divisés par 2 à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'il lâche la statistique qui cristallise tout ça. Il affirme que l'utilisation massive des combustibles fossiles dans l'agriculture a permis de sauver plus de 4 milliards de vies. Ah ouais, 4 milliards. Faut vraiment se poser là-dessus. C'est colossal. C'est la moitié de l'humanité actuelle qui est en vie aujourd'hui uniquement parce qu'une chaîne pétrochimique leur fournit des calories. C'est peut-être la plus grande victoire de santé publique de l'histoire, et elle vient du gaz naturel. Et pour prouver que c'est bien l'engrais qui fait la différence, l'auteur prend un groupe de contrôle contemporain. L'Afrique subsaharienne. Exactement. C'est une région où, pour des raisons économiques ou d'infrastructure, cette révolution chimique n'a pas pu se faire à grande échelle. Donc l'absence de ces intrants fossiles, c'est la réalité de tous les jours pour des millions de paysans là-bas. Voilà. Et l'article rappelle qu'il y a plus de 670 millions de personnes qui souffrent encore d'insécurité alimentaire aujourd'hui. Et la plupart dépendent de cette agriculture de subsistance en Afrique subsaharienne. Le lien de causalité tourmenteur est évident. Sans engrais artificiels, sans hydrocarbures pour les tracteurs, les sols s'épuisent hyper vite. Et les rendements sont très bas. La moindre sécheresse ou invasion d'insectes, et boum, c'est la crise nutritionnelle. C'est la preuve par le vide. Là où il n'y a pas de chimie fossile, la famine menace constamment. Ce qui amène l'auteur à souligner une vraie ironie. Dans nos sociétés occidentales où l'abondance est perçue comme un droit acquis, Oui. on voit monter un rejet idéologique de ces mêmes technologies chimiques et fossiles qui nous nourrissent. Et c'est là qu'on arrive au gros point de friction de l'article de Lomborg. Le clash avec les politiques climatiques. Absolument. Son raisonnement, c'est de dire, si cette chimie synthétique est le seul bouclier entre nous et la famine, pourquoi y a-t-il une telle pression pour démanteler cette industrie? C'est sa critique frontale des militants environnementaux. Oui. Il pose un diagnostic très controversé sur les vraies menaces. Pour lui, les politiques climatiques actuelles sont une menace beaucoup plus grave et rapide pour la nourriture que le réchauffement de la planète lui-même. Attends, il dit vraiment ça? Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le sujet. Il va même plus loin. Il dit que l'idée que le changement climatique va dévaster les récoltes est, je cite, presque entièrement fausse. C'est fort comme déclaration. Surtout quand on voit tous ces rapports sur les sécheresses extrêmes, l'érosion des sols, les inondations.
Comment il peut balayer tout ça? Il se base sur la physiologie des plantes en fait. Il rappelle que le CO2, c'est le carburant de la photosynthèse. D'accord. Donc mécaniquement, ça agit comme un engrais atmosphérique naturel. Genre plus de CO2 égale plus de plantes. C'est son argument. Il cite même des observations par satellite qui montrent un verdissement massif de la Terre depuis les années 2000. Ah ouais? Oui, apparemment ça a généré une surface foliaire supplémentaire plus grande que toute l'Australie, juste à cause de la hausse du CO2. Ok, d'accord, il y a plus de feuilles. Mais est-ce que ça n'occulte pas un peu la réalité sur le terrain? C'est-à-dire, Une plante peut bien avoir plein de CO2, si le champ est ravagé par une sécheresse record ou une mousson de dingue, la récolte est morte. Effet de serre positif ou pas? c'est une critique valide. Et Lamborn ne nie pas que le climat crée des défis régionaux. D'accord. Mais il estime que les modèles catastrophistes oublient la capacité d'adaptation humaine, genre déplacer les cultures vers le nord ou améliorer les graines. Je vois. Mais surtout, et c'est là que ça devient purement économique, il attaque frontalement la transition écologique en tant qu'outil, Il la voit comment? comme un instrument lourd, hyper inefficace et avec des conséquences sociales dramatiques pour les plus pauvres. Je crois que je vois la logique économique derrière. Dis-moi. En gros, si les pays riches imposent des taxes carbone énormes ou limitent l'extraction de pétrole pour baisser les émissions, Ouais. ils ne font pas juste embêter les gens qui ont des gros 4x4. Ils tapent directement sur l'industrie qui extrait l'hydrogène du gaz naturel pour faire l'ammoniac. C'est exactement ça. Et donc, mécaniquement, le prix du sac d'engrais explose sur le marché mondial. Et l'effet domino est inévitable. Les gros producteurs dans les pays riches vont juste augmenter le prix de la nourriture pour compenser. C'est le consommateur qui paye. Mais le petit agriculteur dans un pays en développement, lui, il n'a pas les moyens. Il ne peut plus acheter son engrais. Du coup, il en met moins sur ses champs. Et sa récolte s'effondre immédiatement. Ça le pousse vers la faillite ou vers une agriculture de pure survie. Et l'article quantifie ce coût humain. Oui, et c'est lourd. L'auteur cite des projections qui montrent que ces politiques de réduction des gaz à effet de serre pourraient directement aggraver la faim dans le monde. On part de combien de personnes? 50 millions de personnes en plus poussées vers la famine d'ici le milieu du siècle. 50 millions, et pas à cause du manque de pluie, mais à cause des taxes sur le carbone. Voilà. Et face à ce bilan humain, l'auteur soutient que le bénéfice climatique est ridicule. Il a des chiffres pour ça aussi? Son analyse coût-bénéfice dit que dépenser des milliers de milliards pour la transition énergétique ne ferait augmenter la disponibilité des calories que de moins de 0,1% à long terme. 0,1%, c'est rien. Par contre, il affirmait que si on mise tout sur la croissance économique classique, même avec des énergies fossiles, Ouais. ça permettrait d'augmenter l'accès à la nourriture de plus de 10%, et super rapidement. En fait, on est face à un énorme choc des temporalités. C'est tout à fait ça. D'un côté, on a le temps long du climat, calculé sur des décennies par des algorithmes, défendu par des pays riches qui n'ont pas peur de mourir de faim. Et de l'autre, De l'autre, on a l'urgence vitale du paysan d'aujourd'hui, où le prix d'un sac d'engrais décide si tout un village va manger dans 3 mois. et d'ailleurs, l'auteur donne un exemple réel et assez traumatisant pour illustrer ce qui se passe quand l'idéologie affronte la réalité agricole. Ah oui, l'effondrement agricole du Sri Lanka. Exactement, en 2021. C'est un vrai cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le gouvernement du Sri Lanka a décidé du jour au lendemain de passer à une agriculture 100% bio, Du jour au lendemain? sans préavis. Interdiction totale d'importer ou d'utiliser des engrais et des pesticides chimiques. Sous prétexte d'écologie, j'imagine? Écologie et santé publique, oui. Sauf que, on remplace pas un apport d'azote industriel par du compost en un claquement de doigts. Les lois de la chimie sont têtues. Le résultat était immédiat. La production de riz, qui est la base de leur alimentation, a chuté de plus de 30% en une seule saison. 30% de riz en moins. C'est énorme. Le pays, qui était autosuffisant, a dû importer de la nourriture en urgence. Ça a déclenché une crise économique majeure et des émeutes. C'est l'illustration tragique du danger de couper le robinet chimique. Et Lomborg s'en sert comme d'un avertissement universel. Enlever la chimie de synthèse de l'équation, ça provoque une contraction immédiate de la nourriture. Point. Donc pour lui, quand l'Occident dit à l'Afrique d'adopter des modèles agricoles verts ou de limiter les engrais, Pour lui, c'est une posture totalement déconnectée de la réalité de la survie. Sa conclusion est brutale. Ces régions n'ont pas besoin de taxes carbone. Elles ont besoin d'engrais artificiels, pas chers et en masse. c'est vrai que cette perspective, elle renverse complètement le narratif habituel. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir, l'ironie que pointe l'auteur est hyper tranchante. Pendant des années, le monde s'est disputé sur le fait que les combustibles fossiles allaient détruire notre agriculture future à cause du climat. Ouais.
Mais soudain, une guerre en Iran et un blocus naval exposent une vérité beaucoup plus pressante. C'est l'absence de ces combustibles fossiles qui peut nous affamer tout de suite. Toute cette abondance dans nos supermarchés, c'est en fait un petit miracle chimique sous perfusion constante. Un miracle super fragile, accroché à un gazoduc et à la stabilité d'un détroit à l'autre bout du monde. Cette analyse montre bien comment l'énergie fossile, l'agriculture et la géopolitique forment un château de cartes. Si tu bouges une carte, tout s'effondre. Et du coup, ça soulève une dernière question fondamentale, je trouve. Vas-y. Si la vie de 4 milliards d'humains dépend d'une technologie chimique qui a 100 ans, qui marche aux énergies non renouvelables et qui est à la merci de la moindre guerre, Ce qui est notre situation actuelle, oui. est-ce que la vraie urgence absolue des prochaines décennies, c'est pas de réinventer totalement la façon dont on fabrique nos engrais? S'affranchir de cette dépendance aux hydrocarbures de manière technologique, au lieu de juste débattre sur des taxes et des punitions économiques? C'est une excellente question pour conclure. C'est une vraie énigme de survie et on va devoir y répondre bien avant d'avoir pompé la dernière goutte de gaz. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.